Voilà. Nous pouvons maintenant passer aux instructions qui vont nous servir à déterminer la transformée de Fourier discrète d'un système. Et avant d'attaquer ça, je voudrais pour la énième fois, mais après tout la pédagogie, c'est jamais que du rabâchage, la énième fois, donc, comment la TFD fonctionne. Donc la TFD s'applique à une étude de signal d'entrée numérique, qui sera la plupart du temps déterminée par échantillonnage d'un système d'un signal analogique. Mais attention, on travaille sur un temps limité, sur un temps fini, donc sur un nombre d'échantillons, sur une suite qui va de petit x0 à petit x n-1, puisqu'il y a n échantillons, n étant en majuscule, c'est un grand N. Alors, ensuite, je vous l'ai dit, je vous le répète, on va calculer la suite de sortie, c'est-à-dire la suite grand XK, qui est la suite des coefficients de la transformée de Fourier discrète, et on va les rattacher, sinon ça ne sert à rien, aux fréquences échantillonnées que nous aurons calculées. Donc, clairement, on a besoin de quoi pour faire ce travail sous Scilab? Eh bien, on a besoin d'être capable de savoir en fait quel signal analogique on va étudier. Bon, ben ça c'est donné par l'énoncé. Quelle fréquence d'échantillonnage on va utiliser et sur quel temps d'étude. C'est à l'aide de ces paramètres-là qu'on va pouvoir calculer le nombre d'échantillons. On parle de fréquence parce que chez Fourier on parle de fréquence, mais moi en tant que prof de maths, il me semble encore préférable de parler de période, puisqu'en fait le nombre d'échantillons ce sera tout simplement égal à la durée d'expérience divisée par la période d'échantillonnage. On va découper l'intervalle, ça c'est le vecteur de temps, vous savez faire maintenant. Et on va échantillonner donc le signal d'entrée à l'aide de ce vecteur. Nous venons de le faire pour la fonction x carré, nous venons de le faire pour une fonction sinusoïdale, donc ça ne vous pose plus aucun problème, vous savez faire. Derrière, on va calculer la TFD, ça vous allez voir, c'est juste une instruction, c'est pas un gros problème. Par contre, ce qui va être intéressant, et ça va être le plus difficile, entre guillemets, ça va être de créer cette suite des NUCA, qui, je vous le rappelle, sont obtenus par échantillonnage de la fréquence d'échantillonnage de départ. Je vous renvoie à une vidéo précédente, à la première, je crois. Et derrière, une fois qu'on aura fait ce vecteur d'échantillonnage des fréquences, on va pouvoir tracer la courbe des xk en fonction des nuK. Et en fait, excusez-moi, non, ce que j'ai écrit là n'est pas tout à fait vrai. C'est pas des xk qu'on va mettre en ordonnée. En abscisse, on va mettre les nuK, ça c'est bien évident. Mais en ordonnée, c'est pas tout à fait les xk qu'on va mettre, c'est plutôt leur valeur absolue, puisque je pense qu'on va plutôt avoir envie de faire une étude en amplitude. Et on aura ainsi l'amplitude de chacune de ces périodes, de ces fréquences, excusez-moi, à travers la hauteur du bâton, ou la hauteur du petit diamant rouge qu'on va tracer, ou sinon la hauteur du pic, si on choisit de faire une courbe continue. Voilà, donc ça on va le faire d'abord sur une fonction sinusoïdale pour laquelle on connaît la fréquence, et on s'attend à avoir un spectre de raies, même avec une seule raie, si c'est juste un sinus ou un cosinus, puisqu'il n'y aura qu'une fréquence représentée. Et puis ensuite, on pourra le faire sur des signaux d'entrée plus complexes, enfin plus compliqués, n'employons pas le mot complexe à tort, et puis on verra ce que ça donne. Et surtout, le petit mot qui est à la fin, c'est qu'on va découvrir quelque chose, on va découvrir une propriété de la TFD à l'occasion de ces exercices. J'aime autant vous la faire découvrir visuellement que vous l'expliquer théoriquement. Et ça nous amènera à mettre un petit prolongement, donc une petite vidéo supplémentaire qui viendra derrière. Alors pour commencer, on va s'intéresser à l'exercice que nous avions fait en tout premier. Petit exercice stupide, purement scolaire, qui consistait à étudier un signal d'entrée qui était 1, 2, 3, 4, donc 4 éléments, 4 échantillons, et d'en calculer la TFD. Bon, on avait cherché le fameux vecteur W, vous vous souvenez, avec les exponentielles complexes et tout.
Reprenez l'exercice complètement à la main. Je vous rappelle simplement ici les résultats obtenus. On avait obtenu une transformée de Fourier discrète x0 égale 10, x1 égale moins 2 plus 2i, x2 moins 2, x3 moins 2 moins 2i. Eh bien, voyons ce que donne Scilab à travers au sujet de cet exercice. Eh bien voilà, j'ai tout simplement ouvert Scilab et Scinote, et je n'ai plus qu'à rentrer le signal d'entrée. Je vous rappelle que c'est 1, 2, 3, 4. E égale 1, 2, 3, 4. Oh, je n'étais pas dans la fenêtre, et merde, tiens. Allez, on recommence. Stop. Voilà, je viens d'ouvrir Scilab et Scinote. Il ne me reste plus qu'à rentrer le vecteur d'entrée. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, pardon. 1, 2, 3, 4. J'y tiens. 1, 2, 3, 4. Et à demander à Scilab d'en calculer la transformée de Fourier discrète. Ça se fait par grand X égale FFT de E. Que signifie FFT pour votre petite culture générale? Fast Fourier Transform. C'est un algorithme de calcul rapide, parce que l'air de rien, la TFD, ça fait beaucoup de calculs. Donc c'est un petit mode de calcul différent du sigma que je vous ai proposé pour calculer la TFD. Voilà, donc je vous rappelle qu'on attend quelque chose du style 10, moins 2 plus i, enfin je ne sais plus très bien, on vient de le relire. Je lui pose la question, et il me dit effectivement 10, moins 2 plus i, moins 2, moins 2, moins 2i. Voici ma transformation de Fourier discrète. Bon, c'est très bien. On va en général avoir plutôt besoin de sa valeur absolue. Donc je vais l'appeler, je vais la calculer. ABS de grand X. D'ailleurs, quand je parle de valeur absolue, je ferai mieux de parler de module. Et là, il m'affiche donc les modules. C'est parti. Hop, 10. Évidemment, le module de 10, c'est 10. Ce module-là, il est égal à 4 et 4, 8. Racine de 8, ça fait 2 racines de 2. On est d'accord. Le module de moins 2, c'est évidemment 2. Et le module de celui-là, c'est le même, c'est 2 racines de 2. Mais encore une fois, quand on a fait ça, on n'a rien fait, ça n'a aucun intérêt. Ce qui va nous intéresser, ça va être de le relier aux échantillonnages qu'on aura fait au niveau de la fréquence. Donc de créer un vecteur d'échantillonnage de la fréquence elle-même d'échantillonnage. Donc je rebascule sur mon exercice et quelque part je vais descendre, nous y voilà. Tout ceci n'a d'intérêt que si on rattache à un vecteur d'échantillonnage en fréquence. Alors je vous rappelle ce qu'on avait dit. On avait dit qu'on allait échantillonner la fréquence d'échantillonnage en 4 échantillons, exactement le même nombre que grand N. Autrement dit, je vais avoir du nu sur n, ma fréquence d'échantillonnage divisée par n, et donc mon nu0 sera égal à 0, mon nu1 sera égal à nu sur grand N, mon nu2, 2 nu sur grand N, etc. Comme ici, on va dire qu'on échantillonne une seconde qu'on coupe en 4, on obtient donc une période d'échantillonnage de 1/4. Moi j'ai toujours plus facile à avoir la période que la fréquence. Et si ma période d'échantillonnage vaut 1/4, c'est que ma fréquence d'échantillonnage vaut 4. Et c'est ce 4 que je vais couper en 4 morceaux. Je vais donc avoir nu0 égale 0, nu1 égale 4 sur 4, ça fait 1, nu2 égale 2/4, ça va faire 1/2, et le dernier sera nu3 égale 3/4. En fait, plutôt que 3 fois 4 sur 4, excusez-moi, 3. Donc plutôt que de rentrer ce vecteur sous la forme 0, 1, 2, 3, il est beaucoup plus général de l'écrire, de dire qu'on va de 0 jusqu'à n-1 nu sur n, ce n-1 sur n étant mon 3/4 de nu,
et qu'on y va avec un pas, avec une période de nu sur grand N, c'est-à-dire de 4 sur 4 égale 1 en ce qui nous concerne. Voilà ce qu'on va taper dans SciNote et on va voir ce que ça nous dit. C'est reparti, je rebascule sur SciNote. D'abord la console, ensuite le machin, l'éditeur de texte. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais noter grand N égale 4. Je vais noter ma fréquence d'échantillonnage égale à 4 aussi, je vous rappelle. Hein, on revient à la lettre grand F et plus nu, hein, parce que dans le logiciel, c'est plus facile d'avoir l'alphabet classique. Hein. Et derrière ici, je vais définir mon nouveau vecteur F, je vais l'appeler petit f, mettons, vecteur d'échantillonnage en fréquence, qui va partir de 0, qui va avoir pour pas FE sur grand N, en l'occurrence c'est 4 sur 4 égale 1, soit dit en passant, et je vais jusqu'où? Je vais jusqu'à n-1 multiplié par FE divisé par N, ce que dans le cours j'avais noté n-1 nu sur N. Et voici mon vecteur de fréquence. Si vous voulez, on y va, on évalue jusque là avant de passer à la suite. Voici mes fréquences qui sont là. Nu0, Nu1, Nu2, Nu3. J'ai bien mes 4 fréquences, ça roule. Maintenant, je vais tout simplement faire une courbe avec des diamants, parce que c'est une suite, c'est quand même plus simple de l'écrire en diamant. Donc je vais faire une courbe, je vais tracer, plot. En abscisse, on va mettre petit f. Et en ordonnée, on va mettre ABS de grand X, module de grand X. Et là, je trace en fait tout simplement les modules, les amplitudes de chacune de mes fréquences d'échantillonnage. On y va. Pardon, je vais mettre des diamants, virgule, red diamonds. Voilà. Et ça, on l'exécute et on va voir ce que ça nous dit. Hop. Voilà. Alors, c'est pas génial, je vous l'accorde. Mais c'est pas génial parce qu'on n'a que 4 échantillons. Hein. Donc j'en ai un ici qu'on voit pas trop, c'est celui qui correspond parce qu'il est à l'intersection des deux lignes droites, là, des deux axes. Il vaut 10. Ici on avait le 2,8 que vous voyez encore hein, à côté de ma courbe. Je peux déplacer la courbe. Hein. Voilà. Ici ma deuxième amplitude elle valait 2,8, elle est là. Celle-ci elle valait 2. Voilà, c'est pas très joli, peut-être qu'il y a moyen de décaler cet axe, mais j'ai jamais fait, on regardera. Et la dernière, ici, elle vaut à nouveau 2,8. Voilà. Alors j'aurais pu choisir de ne pas faire des diamants, mais de relier les points. Alors allons-y, pourquoi pas, hein, on va recopier ça. CTRL-C, CTRL-V, et on enlève les diamants. Et on va voir ce que ça dit. Alors là, on va voir les deux qui se superposent, hein, je vous rappelle. Si je veux éviter qu'elles ne se superposent, je les efface entre les deux. On va commencer par les tracer toutes les deux. Voilà. Alors évidemment, c'est pas joli, hein, faut pas rêver. Hein, quand on en aura 1000, on aura une courbe beaucoup plus affinée. Hein, là, c'est moche. Et encore une fois, je vous le remontre, hein, parce que c'est toujours assez intéressant de savoir le faire. Si je voulais virer les diamants, je fais un CLF avant, j'efface ma courbe. Et on y va, vous allez voir qu'entre les deux, il m'aura effacé mes diamants. Voilà. Bon, ben, vous savez tout faire maintenant. Donc on va pouvoir refaire à peu près la même chose, mais dans un contexte différent, c'est-à-dire dans un contexte où mon signal d'entrée, c'est par exemple une sinusoïde. Allez, c'est parti.